manquer de lucidité sur ce point. Grand 3, pardon, grand 2, excusez-moi. Ah, j'ai fini le grand 3 avec vos camarades de TG4. Grand 2, la conscience, point de vue acquis sur nous-mêmes. Grand 2, la conscience, point de vue acquis sur nous-mêmes. Grand A, ai-je toujours été une personne ou le suis-je devenu? Ai-je toujours été une personne ou le suis-je devenu? Le cours que je vais consacrer à cette partie va être une lecture suivie d'un ouvrage d'un philosophe français qui s'appelle Maine de Biran. C'est son nom de famille. Il a un prénom encore plus ridicule que son nom de famille. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Qui s'appelle Le Mémoire sur la décomposition de la pensée, 1852. Publié en 1852. Il s'appelle Marie-François Pierre Gontier de Biran, dit Maine de Biran. La distinction centrale que Biran opère, et en fait tout le cours va chercher à expliquer pourquoi il fait cette distinction, la distinction que Biran opère dans le mémoire, mémoire ça veut dire dissertation en fait, rendre un mémoire à la fac c'est rendre un essai. La distinction centrale qu'il va faire dans le mémoire est la distinction entre la sensation ou l'affection, il emploie les deux mots de manière synonymique, et la perception. Pour comprendre cette distinction, je voudrais partir d'un autre auteur et d'un autre texte. Je voudrais partir du traité des sensations, le traité des sensations, de l'abbé de Condillac, l'abbé comme un abbé, hein, L apostrophe A 2 B, E accent aigu, publié en 1752. Avant ça, je voudrais faire un petit sondage, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important, un petit sondage cinématographique. Euh, donc il y en a un, je sais qu'il les a tous vus, mais c'est pour les autres. Qui a vu Terminator? Un des Terminator. Qui a vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Qui a vu iRobot? Ok. Blade Runner? Ok. Ah bah, on a un cinéphile, un autre cinéphile SF. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi je vous ai posé ces questions cinématographiques, parce que ça va servir d'illustration. Dans le traité des sensations, Condillac va défendre la thèse selon laquelle notre pensée et notre conscience est dérivée de notre sensibilité. Toutes nos facultés
que ce soit l'entendement, l'imagination, la raison, toutes nos idées, les idées de couleur, les idées de saveur, les idées comme la liberté, les idées abstraites, etc., etc. Toutes nos idées, toutes nos facultés dérivent d'une manière ou d'une autre de la sensibilité. Et elles en dérivent par composition de sensations. Condillac, dans le traité des sensations, va avoir l'idée géniale, parce que c'est de la SF avant l'heure, hein, d'imaginer une statue à laquelle on donnerait des sensations donc la première sensation que Condillac va donner à la statue, c'est l'odorat, le parfum de la rose. Et la méthode de Condillac va consister à se demander à partir de quel moment la statue va avoir conscience non seulement des sensations, mais d'elle-même ayant ces sensations. Donc, une statue à laquelle on donne des sensations pour savoir à partir de quand elle finit par prendre conscience d'elle-même. Blade Runner, 2001, l'Odyssée de l'espace, iRobot, tout ça. C'est-à-dire, au fond, la question sur laquelle anticipe grandement Condillac, c'est à savoir à partir de quel moment une machine peut prendre conscience d'elle-même. À partir de quel moment de l'esprit peut naître dans de la matière. Qu'est-ce qui fait la différence entre un cadavre et un être vivant, si ce n'est l'esprit? Mais face à des ordinateurs, par exemple, des ordinateurs qui ont certaines facultés de calcul, certaines capacités de calcul, voire certaines capacités de perception. On peut penser à des ordinateurs qui sont capables de détecter certains signaux de fumée, par exemple dans une centrale nucléaire, des intrusions, etc. Donc c'est bien une machine qui a une forme de perception, ou en tout cas de sensation. On va voir la différence avec Condillac. À partir de quel moment cette machine peut prendre conscience d'elle-même, hein. À partir de quel moment on est dans le scénario Skynet de Terminator. Alors, pour Biran, la sensation seule, la sensation toute seule, et la combinaison des sensations, c'est-à-dire par exemple avoir une sensation visuelle et en plus l'odorat, avoir une sensation tactile et en plus le goût, ne suffisent pas, à expliquer l'émergence de la conscience dans le corps. Preuve par l'exemple, le nouveau-né. Et on va lire le texte. Nous avons commencé à sentir, à vivre sans connaître la vie. Donc c'est page 2 du corpus, il me semble. Oui, c'est ça.
Nous avons commencé à sentir, à vivre sans connaître la vie, encore même et dans le plein développement de nos facultés, lorsque notre sensibilité affective s'exerce avec le plus d'énergie et d'intensité, nous existons, sans conscience actuelle, et sans la possibilité de ce simple retour, qui constitue dans nos modifications une personne individuelle, un sujet identique, capable de les apercevoir sans les devenir. Ces sensations dénuées de personnalité, que j'appellerais affection pure, peuvent bien, ce me semble, être considérées comme les résultats les plus immédiats de fonctions qui concourent et conspirent dans une vie générale organique. Tel est cet état de vitalité ou de simplicité native, antérieure à la naissance même d'un sujet conscient ou pensant. Que dit Biran ici? Biran explique que la distinction entre la sensation et la perception consciente de nos sensations la distinction entre la sensation et la perception consciente de nos sensations nous est donnée de facto, c'est-à-dire par le fait même, nous est donné de facto, DE, plus loin, F-A-C-T-O, et comme c'est une expression latine, vous pouvez la souligner, nous est donné de facto par le passage des premiers âges de la vie à ce qu'on pourrait appeler l'enfance. Le nouveau-né est un être sensible. Mais ce n'est pas un être perceptif. Ce n'est pas un être perceptif. Alors, plusieurs arguments peuvent être apportés à cela. Premièrement, le nouveau-né n'a pas de proprioception, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, il ne maîtrise pas vraiment, il ne contrôle pas vraiment ses extrémités, ses membres. Le nouveau-né n'a pas de proprioception, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas son propre corps, ou il le perçoit de manière confuse. J'en ai vu des tas. C'est là qu'on se dit que le nouveau-né, c'est merveilleux, mais quand même, il a ses limites. J'en ai vu des tas ne pas réussir à mettre leur pouce dans leur bouche, si vous voulez. Ils font comme ça, ils font comme ça. Ils sentent pas suffisamment leur corps, leur propre corps, pour arriver, si vous voulez, à choper leur pouce. Parfois, c'est un phénomène courant dans l'allaitement, ils n'arrivent pas à s'accrocher au sein de leur mère, tête à côté. C'est bizarre quand même. Ce n'est pas une question de stupidité, c'est une question d'incapacité à percevoir son propre corps. Et surtout, nous dit Biran dans d'autres textes, le nouveau-né est systématiquement
affecté de manière intégrale par ses sensations. Autrement dit, chaque affect de plaisir est une joie pour le nouveau-né. Chaque affect de déplaisir est un malheur. Et au fond, que le nouveau-né ait faim, que sa couche soit pleine, qu'il ait de la fièvre, qu'il soit fatigué, etc., etc., ça va toujours se traduire de la même manière. Il pleure, il hurle. Et qu'on lui chatouille les orteils, qu'il ait vu une couleur rigolote ou un papillon sympa, enfin je sais pas, hein, ce qui plaît au nouveau-né, bah, il va rigoler, il va être joyeux. Autrement dit, chez le nouveau-né, la moindre affection se transforme en état général. Retenez ceci, pour Biran, nous sommes nos affections, nous sommes affectés. Et donc nous devenons nos sensations. Nous devenons intégralement nos sensations. Alors que ce qui se joue dans la perception, c'est que nous avons des perceptions. Ce qui implique que nous nous distinguons de ce que nous percevons. Nous sommes nos affections, mais nous avons des perceptions, ce qui implique que nous nous distinguons en tant que sujet de l'objet de nos perceptions. Illustration que vous ne notez pas, un détecteur de fumée pour Maine de Biran, il serait du côté de l'affection, parce qu'il se confond en fait avec son activité de détecter la fumée, alors que nous, c'est nous qui prenons conscience par la perception de la fumée. Et nous nous distinguons de cette perception et de l'objet de cette perception. Alors, Biran dit qu'il y a une distinction chronologique entre la sensation et la perception. Nous sentons avant de percevoir. Oui, chronologique, c'est-à-dire que le nouveau-né est un être sensible et pas perceptif, alors que l'enfant, puis évidemment l'adolescent, l'adulte, c'est un être perceptif. Donc il y a effectivement un passage chronologique entre la sensation et la perception. Mais ça ne suffit pas, dit Biran, parce qu'en réalité, cette distinction est surtout une distinction existentielle. Nous n'existons en tant que personne que dans la perception. Mais nous sommes affectés en permanence par nos sensations
sans en avoir conscience. Oui, nous sommes affectés en permanence par nos sensations sans en avoir conscience. Grand B, donc vous avez dit qu'on ferait ça au galop. Grand B de la sensation à la perception, l'émergence d'un sujet conscient. L'émergence d'un sujet conscient. Pour Biran, Condillac échoue pour Biran, Condillac échoue à expliquer l'émergence de la conscience. Parce qu'il ne voit pas la distinction essentielle. Il ne voit pas la distinction essentielle entre la sensation et la perception. On va faire un petit exercice de yoga. Pourtant, je ne suis pas vraiment le genre à faire du yoga, mais vous allez tous et toutes vous concentrer sur le contour dans votre chaussure de votre orteil droit. Allez-y. Gros orteil. Voilà, c'est fait. Ok. Ce que nous explique Biran, c'est que pour percevoir, il faut faire un effort d'attention. Il faut faire un effort d'attention. Cet effort d'attention ne peut pas naître dans n'importe quel organisme. Il ne peut naître que dans des organismes qui sont doués d'un système nerveux central, et encore d'un système nerveux central suffisamment complexe pour pouvoir apercevoir la plus grande partie de son corps. Par exemple, je n'ai pas de perception interne très difficilement de mon cœur. La perception de mes poumons non plus. Même en faisant des efforts, je ne perçois pas le mouvement, le gonflement de mes poumons dans mon propre corps. Donc en fait, ça prouve le caractère limité des terminaisons nerveuses qu'il y a dans mon organisme. Mais ce que dit Biran, c'est que la perception suppose et repose sur un système nerveux capable de produire des efforts volontaires, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux, et ce qui explique les différences de degré de conscience entre, je ne sais pas moi, un chat et un éléphant, ou entre, de manière encore plus flagrante, entre un homard et un éléphant. C'est tout simplement pas le même rapport au monde, parce que c'est pas le même rapport au corps. C'est pas la même conscience, parce que ce n'est pas le même corps.
Certains organismes réagissent par réflexe, et par pur réflexe, parce que leur système nerveux n'est pas suffisamment complexe pour permettre autre chose. Typiquement, l'huître vivante sur laquelle on fait couler un filet de citron va se rétracter. Est-ce qu'elle perçoit quelque chose? Est-ce qu'elle a conscience de ce qui se passe? Probablement pas. C'est un mouvement réflexe. Donc, que suppose la perception? La perception suppose la capacité de se distinguer soi-même comme sujet de l'objet que l'on perçoit. Autrement dit, on pourrait penser, on peut voir la perception comme une sensation redoublée. J'ai une sensation et je sens que c'est moi qui la sens. Autrement dit, je l'aperçois. Je l'aperçois. Vous pouvez l'écrire par elle, vous pouvez l'écrire là, plus loin perçoit, ou je l'aperçois. Apercevoir et percevoir, c'est la même chose pour Bion. C'est-à-dire que je vais m'en rendre compte, je vais en prendre conscience. Cette distinction entre un sujet et un objet implique que je sois capable de créer volontairement, une relation avec l'objet perçu. Comment on appelle ce phénomène visuel? L'accommodement, le fait que les yeux s'accommodent. C'est-à-dire, là je suis en train de regarder Anna, je la perçois parce que mes yeux font le point sur elle. Mais si j'ai, imaginons que je ne sois pas bien réveillé et que j'ai les yeux dans le vague. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des sensations visuelles. C'est-à-dire que je vois des taches de couleur, mais tout est flou. Alors que la perception, c'est le fait de fixer son attention sur un objet. Et donc, qui dit accommodement dit relation volontaire créée entre un sujet et un objet de perception. C'est ça l'idée. Vous voyez bien la différence entre une sensation visuelle, quand vous fermez les yeux par exemple au soleil, vous allez voir des couleurs, mais vous n'allez pas les percevoir. C'est-à-dire que ça va être sensible sans que ce soit perçu, au sens où vous n'allez pas créer de relation volontairement avec un objet de perception. Alors que quand vous regardez, la différence entre voir et regarder, quand vous regardez quelqu'un, bah, vous créez une relation entre vous et le monde extérieur comme objet. Et troisièmement, qui dit création volontaire dit capacité d'effort et d'attention. On va prendre un exemple qui va nous servir de transition. Un exemple qui va nous servir de transition entre la perception et la sensation. Alors, à moins d'avoir 62 QI, la plupart du temps, ou vraiment d'être en stress, la plupart du temps, nous respirons sans effort. Nous ne prêtons pas d'attention. Alors, avec le masque, évidemment, c'est un petit peu différent, mais nous ne prêtons pas d'attention au phénomène de la respiration, sauf quand on est en stress, c'est-à-dire quand on court, quand on est un orateur qui doit parler à un certain rythme, quand on chante, on ne prête pas attention à notre respiration. C'est un phénomène sensible, mais ce n'est pas un phénomène perçu. Okay. Oui.
C'est lié à l'habitude, c'est lié aussi au fait qu'on ne peut pas prêter attention à tout. Parce que justement, percevoir, c'est choisir ce que l'on perçoit. C'est prêter attention. On ne peut pas tout choisir. Justement, c'est le principe même du choix, c'est que choisir, c'est éliminer. Choisis de vous parler à vous, je peux pas percevoir toute la classe en même temps. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le champ visuel. Je perçois et tout le reste est sensible. C'est le principe du champ visuel périphérique, qui n'est pas perceptible, mais qui est sensible. Oui. Qu'est-ce que ça désigne, apercevoir une silhouette? Ça ne désigne pas une perception confuse, ça désigne plutôt, en fait, l'effort que vous avez fait pour la percevoir. Alors que l'idée, si vous voulez, derrière l'affection ou la sensation, c'est que vous êtes, alors, justement, je vais rentrer dans l'analyse de ce que c'est que l'affection, c'est que vous êtes passif. Donc, la plupart du temps, on n'a pas de perception de notre nez. Sauf si on est devant un miroir, sauf si on fait un effort respiratoire particulier, sauf si on s'appelle Cyrano de Bergerac et qu'on est capable de voir son nez de ses propres yeux en permanence, ou Gérard Depardieu, on ne voit pas son propre nez, on n'a pas de perception visuelle ou tactile de son propre nez. Sauf que si je fais ça, un effort respiratoire, si vous voulez, si je souffle de tous mes naseaux, et ben là j'ai une perception tactile de mon nez. Qu'est-ce que c'est que la sensation par rapport à la perception? Qu'est-ce que c'est que l'affection par rapport à la perception? Première caractéristique de la sensation, elle est absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre un sujet et un objet. Je suis ma sensation. Et je suis intégralement ma sensation. Deuxièmement, la passivité. La sensation est profondément passive. Je ne fais pas d'effort pour sentir, je sens. Je ne fais qu'un effort pour apercevoir ou percevoir cette sensation. Alors, une petite remarque, parce qu'il va y avoir une distinction entre Biran et ce que, par exemple, un philosophe comme Leibniz va pouvoir dire. Je ne suis pas passif, si vous voulez, parce que la sensation est trop faible et de trop faible intensité. Pas seulement, en tout cas, et pas toujours. Parfois, dit Biran, je suis passif, justement, lorsque la sensation est beaucoup trop forte pour être supportée de manière consciente. Dans des cas de souffrance extrême, typiquement amputation, torture en tout genre, etc., etc. Biran va prendre l'exemple d'une torture pratiquée par, j'aime bien ces exemples folkloriques, une torture pratiquée par pas par les Babyloniens, il me semble, par les Carthaginois, qui consistait à enfermer des gens, des prisonniers dans le ventre en bronze de la statue de leur dieu et de les faire chauffer à petit feu. Alors là, vous douillez si vous voulez. Dans des cas de souffrance extrême, justement, vous perdez connaissance, vous perdez conscience, mais vous continuez à sentir. Et en fait, la sensation est tellement forte que la conscience s'en va, que la conscience est submergée
par la douleur elle est tellement intense qu'elle devient imperceptible. Et là, vous devenez vraiment votre souffrance. Vous n'avez plus mal, vous êtes la souffrance. Il y a des rescapés de certaines tortures qui disent mais c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est aussi comme ça qu'on explique l'origine, l'enracinement de certains malades qui vont souffrir de dissociation de personnalité. Je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Un type, je ne sais plus comment il s'appelle, un Américain qui s'était fait violer de manière répétée par sa famille et qui va souffrir tellement qu'il va s'inventer une autre personnalité, qui va recouvrir en fait toutes celles à qui c'est arrivé, si bien qu'il va développer, je crois, une vingtaine de personnalités différentes, qui n'auront pas le souvenir de ce qui est arrivé à ces autres personnalités. Donc en fait, le stress est tellement violent, vous souffrez tellement que vous n'êtes plus capable en fait de percevoir ça comme un objet en tant que sujet. Et donc vous allez vous inventer une autre personnalité, donc vous allez être un autre sujet pour échapper en fait à une perception qui devient insupportable. Alors, et donc, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, ce qui caractérise la sensation, c'est son caractère inconscient. Hop. On reprend ça du coup. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas d'AP mercredi parce que vous avez bien compris, j'avais le couteau sous la gorge pour les corrections de copie. Je vais essayer de maximiser ça autant que possible. On se voit donc vendredi. Si vous les avez pas, c'est que j'ai pas été suffisamment actif.